Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Les négociations dans le secteur public, c'est un des gros sujets chauds cet automne au Québec. Eh bien, on vient d'avoir un mandat de grève historique pour le Front commun, 95 %. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Ouais, Yasmine, le message est assez clair, hein? Il est très clair, le message, puis les syndicats vont s'assurer aussi qu'il puisse résonner au maximum. 95 % ils peuvent dire qu'ils ont les coups des franges de leurs membres. Toujours est-il que il y a des négociations actuellement. Est-ce qu'elles vont s'accélérer? Est-ce que le gouvernement va voir le 95 % puis tout d'un coup va changer sa stratégie? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont déjà sur une stratégie où ils sont en train de délaguer ce qui est pas nécessaire puis de garder les principales priorités tant de la part gouvernementale que de la part syndicale. Il faudrait pas se rendre à la grève. Et quand je dis il faudrait pas se rendre à la grève, non seulement pour les travailleurs, mais également pour la population. La population, on a arraché durant les derniers mois, les dernières années, entre l'inflation, le coût de la vie, les services qui sont de piètre qualité. S'il fallait que les services arrêtent, ça serait vraiment une frustration généralisée à plus de 95 % que l'on vivrait. Marc-André. Oui, puis j'espère, là, comme tu dis, Yasmine, là, on parle qu'on va élaguer les demandes. Madame Lebel le fait, elle demande la même chose au Front commun, aux autres syndicats. On va voir ce qu'elle va donner. Je pense que la date limite là, pour l'élagage était dimanche. On en est rendu où présentement, on le sait pas trop. Mais effectivement, je pense que la population, je comprends, les syndiqués à 95 % c'est pas une surprise. C'est vraiment les échos qu'on attendait. 91, 93, à des places, c'est 99. Donc, arriver avec un total de 95, là, c'est pas mal ce qu'on entrevoyait au cours des dernières semaines. Mais puis j'espère qu'on va l'éviter pour les enfants, surtout dans le domaine de l'éducation. Les enfants ont été vraiment touchés dans les dernières années avec la pandémie. L'an passé, c'était comme une première année qu'on revient à une espèce de normalité. Mais cette année, on peut se le dire, puis on l'a vu en début d'année scolaire, là, c'est vraiment les programmes sont de retour à 100 %. C'est pas juste d'être en classe, mais également le contenu. Et là, une grève générale illimitée, on est parti pour combien de temps? Là? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Nos enfants ne méritent pas là, présentement de revenir à la maison, de retomber sur leur console de jeu, de revenir à de l'enseignement à la maison. On l'a fait, on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut éviter ça. Là. Moi, quand j'entends, là, allez vous asseoir, là, puis entendez-vous. Je veux dire, tout le monde, gouvernement, vous avez raison sur des points, les syndicats, vous avez raison sur des points. À un moment donné, arrêtez de dire ça avance pas assez. Si ça avance pas assez, là, prenez 4 tasses de café, hein, puis du chocolat chaud, puis allez vous asseoir, puis attendez-vous. C'est un point intéressant que tu soulignes. Moi, Yasmine, je comprends pas pourquoi ça n'avance pas à ce point-là. Honnêtement, là, je veux dire, ils ont des rencontres, ils ont des tables sectorielles, des tables centrales, des tables. On manque de tables, là. Ça avance pas. Mais vous parlez de quoi autour de la table? Vous comptez votre fin de semaine? C'est toujours la même rengaine. Toujours. Il faut pas oublier un truc, là. C'est des politiciens devant des politiciens, là, parce que les représentants syndicaux sont aussi des politiciens qui ont besoin de démontrer qu'ils sont fermes devant leurs membres puis qu'ils vont devoir faire face à une réélection. C'est des politiciens devant des politiciens qui veulent faire des gains politiques auprès de leur électorat respectif. Et ça, là, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace dans une négociation, notamment de convention collective. Tout le monde veut tirer la couette sur soi et tout le monde veut démontrer qu'il y a eu fermeté, qui est allé au bout des retranchements. Ça les intéresse pas de négocier puis de régler ça rapidement. Ça les intéresse pas. C'est pas vendeur de faire ça. Fait qu'aujourd'hui, on monte la pression, puis il faut monter la pression, puis c'est à chaque négociation de convention collective, on attend minuit moins une pour commencer réellement à négocier pour de vrai. Puis tout d'un coup, à un certain moment, ils vont annoncer qu'ils se sont entendus. Tout le monde va être bien heureux. Puis là, on se dit, mais pourquoi vous avez pas fait ça plus tôt? Fait que là, qu'ils arrêtent les deux de nous dire qu'ils font les choses différemment, ils font les choses de la même manière
que depuis des décennies et ils ont rien changé là-dedans. Puis c'est la population qui est prise en otage entre les deux. Oui, et c'est ce qu'on souhaite éviter. En tout cas, on verra bien. On nous dit du côté du Front commun qu'on va y aller graduellement. Donc, si par exemple, il y a une grève, une journée X, on va l'annoncer avant. Ce ne sera pas tout de suite la grève générale illimitée. Marc-André, il y avait un débat chez Québec solidaire entre les 3 candidates qui souhaitent succéder à Manon Massé. Qu'est-ce que tu as retenu? Ben, effectivement, il y avait un débat hier. Et là, je l'ai pris en note là, parce que c'est pas un débat officiel, hein. Et là, on me dit hier au NPD là, que c'est organisé par la Commission thématique sur la souveraineté et le collectif d'options nationale. Ouais, QS. Non, excusez. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai mal pris mes notes, mais c'était pas un débat officiel. Le seul débat officiel organisé par les instances du parti, ça va être le 29 octobre là, à 14h à Trois-Rivières. Hier, ça portait beaucoup sur la souveraineté. Puis ce qu'on comprend, c'est Christine Labrie qui n'est pas nécessairement qui est nécessairement un peu vue comme la favorite, là, mais c'est un peu dur à dire parce que il y a une complexité là, sur comment on va compter tous ces votes-là au mois de novembre à Gatineau. Elle, c'est pas un caribou. Là. Elle n'est pas pressée pour faire la souveraineté, contrairement peut-être là, aux 2 autres candidates là, qui semblent là, trouver qu'en 2022, là, QS n'a pas assez parlé de souveraineté. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu... est-ce que c'est vraiment un enjeu vraiment... Bon, c'est sûr, hier, c'est la thématique du débat. Est-ce que c'est vraiment un enjeu sur lequel les membres vont se fier pour déterminer? Je ne pense pas. Là. Ben, le problème de Québec solidaire, là, c'est que le caucus est plus souverainiste que les militants. Ça, c'est la réalité. Les sondages aussi le démontrent. Les mêmes ceux qui votent pour Québec solidaire, là, les électeurs de Québec solidaire, en majorité ne sont pas des souverainistes, ce sont des fédéralistes. À tout le moins, ce ne sont pas des souverainistes. Alors ensuite, si c'est des fédéralistes purs et durs, on le sait pas. Alors, qu'est-ce que Christine Labrie cherche à faire? Elle cherche à élargir la base, là, puis la souveraineté n'a jamais été une priorité pour Québec solidaire, mais elle veut sortir un peu, être un peu champ gauche dans le sens où ça va être la première qui ne va pas jouer le caribou, celle qui va militer premièrement et avant tout avec pour la souveraineté. Puis elle veut pas aller jouer dans la même plate-bande que Ruba Gazal qui, elle, a fait de sa campagne au porte-parole une campagne basée sur la souveraineté. J'ai l'impression que la position de Christine Labrie de genre « ouais, je suis souverainiste, mais les dimanches après-midi », c'est quelque chose qui colle beaucoup à l'électorat et aux militants de Québec solidaire et qui pourrait être avantageux pour Christine Labrie. Là, beaucoup de monde vont se reconnaître là-dedans chez Québec solidaire parce que les caribous, là, c'est pas chez Québec solidaire qu'ils mêlaient, c'est au PQ. Oui, mais Québec solidaire est tout le temps en train de dire qu'ils sont souverainistes, puis ils sont pas souverainistes. Puis quand tu prends les sondages, puis tu regardes du côté de Québec solidaire, ils sont comme un peu 50-50. Fait qu'ils savent pas sur quel pied danser. Mais moi, ce que j'ai trouvé spécial au cours des dernières heures, c'est l'entrevue là, que Gabriel Nadeau-Dubois a donnée à Radio-Canada, où il dit, après 2026, là, je vais me poser des questions. Là. Oui, il est en réflexion sur la première intentions. Puis qu'il va pas faire de la politique pendant 30 ans, clairement. Et ce qu'on sait, là, c'est que, dans les étapes qui s'en viennent du côté de Québec solidaire, il y a à la fin novembre, à Gatineau, on choisit la personne qui va remplacer Manon Massé. Mais en 2025, 1 an avant l'élection, on va choisir qui sera l'aspirant ou l'aspirante première ministre. Et là, je trouve que autant ça a mal été dans Jean Talon, qu'on entend les 3 candidates actuellement nous dire qu'elles sont prêtes à être aspirantes en 2026. Ben là, quand M. Nadeau-Dubois dit, je sais pas trop, après 2026, je vais me poser des questions. Ouf, je veux dire, ça donne pas le goût aux militants de Québec solidaire de voter pour lui puis de l'envoyer en face à face contre François Legault. Là. Fait que je ne comprends pas la stratégie de Gabriel Nadeau-Dubois qui semble se remettre en question 3 ans avant le prochain rendez-vous électoral. Il y a 2 choses là-dedans. C'est que Gabriel Nadeau-Dubois, là, il a besoin aussi de démontrer qu'il y a une certaine humilité puis qu'il est pas là pour passer sa vie comme co-porte-parole de Québec solidaire. Fait que je pense que c'est le message qu'il veut envoyer la veille d'un conseil national de Québec solidaire. Mais au-delà de ça, moi je me rappelle d'un François Legault qui disait que lui, le jour où il va gagner des élections, ça serait un gouvernement d'un seul mandat et qu'il va être premier ministre une seule fois. Puis ensuite, c'est devenu un premier ministre juste 2 fois.
Puis là, maintenant, c'est rendu un premier ministre juste 3 fois. Fait que moi, j'en prends puis j'en laisse, là. Puis c'est souvent utiliser ces phrases-là pour dire, je vais réfléchir à mon avenir politique dans 3 ans. Comme si tu y réfléchissais pas aujourd'hui puis que tu vas commencer à réflexion dans 3 ans, là. Regarde, faut en prendre et en laisser parce que c'est plus des stunts politiques, là, faire sortir pour dire, regarde, moi, je suis humble, je suis jeune, je veux faire autre chose, je veux pas faire de la politique active, de la politique une carrière, c'est un idéal. Mais j'ai envie de dire, oui, si c'est un idéal, c'est ta place tout de suite et dis tout de suite que c'est pas toi qui vas aller en débat en 2026, si c'est le cas. Ouais, mais quand il y a un principe qui est clair en politique, là, quand tu as un poste, là, quand tu as les 2 fesses assis sur un siège, là, tu dis jamais que tu vas le quitter jusqu'au moment où tu dis que tu le quittes. Je veux dire, ça, là, c'est écrit dans tous les livres de politique, là, 101. Je veux dire, parce que tu commences pas à dire. Oui, c'est ça. C'est pas une bonne stratégie. T'as pas besoin. T'es là, t'es en poste jusqu'au temps que, le lendemain, 10h15, tu dis, je suis pas en poste, je suis plus là, puis je démissionne. Je veux dire, les premiers ministres, les chefs de parti qui ont démissionné, là, ils étaient là, peu importe, contre vents et marées, jusqu'au moment, à la minute où tu décides toi-même de l'annoncer. Mais là, M. Nadeau-Dubois, qui est à 3 ans d'élection, qui commence à faire des grandes réflexions, c'est sûr, ça va faire jaser. Puis là, tu sais, pour les militants, là, tu commences à penser, là, c'est qui la meilleure personne? On prend-tu quelqu'un qui réfléchit déjà après 2026 ou on prend une nouvelle candidate qui est prête à aller au front puis qui a vraiment le couteau entre les dents? Bon, le tramway à Québec, actuellement, il y a une espèce de guerre de mots entre la vice-première ministre, ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, et le maire de Québec, Bruno Marchand. Yasmine, de quelle façon, parce qu'on parle beaucoup d'acceptabilité sociale, le tramway est très contesté, comment on va se sortir de ça? Est-ce que ça va prendre un référendum, finalement, pour statuer si on le fait ou on le fait pas, le tramway? Le gouvernement est dans une drôle de position parce que il y a la question du tramway, mais dans l'univers du tramway, il y a le 3e lien. Là. Je dis pas que c'est lié, mais dans tout ce qui est mobilité dans la grande région de Québec, là, on parle d'acceptabilité sociale dans le tramway, mais le 3e lien où on nous expliquait quelque chose il y a quelques jours, puis finalement, il y a quelques mois, puis finalement, il y a quelques jours, on change d'avis, ça rentre là-dedans. Fait qu'est-ce que Bruno Marchand va dire, regardez, si vous voulez faire un tramway, on va faire un référendum pour les deux, on va poser des questions sur les deux. Est-ce que le gouvernement va aller là? Là, le torchon brûle entre Geneviève Guilbeault puis Bruno Marchand, ça, c'est jamais des bonnes nouvelles pour les citoyens quand on est en train de se déchirer sur des projets d'envergure qui vont avoir un impact sur les 20, 30, 40 prochaines années. Le tramway perd en popularité, puis c'est important de le dire puis de le redire. Et Bruno Marchand ne donne pas encore de raisons pour lesquelles il faut continuer à militer pour le tramway. Parce qu'il n'y a pas de chiffres. On nous présente ça comme si ça allait exploser et que malgré tout, il allait falloir tenir à ce projet-là. Je pense que même Bruno Marchand va devoir affiner un petit peu son discours pour pas que le tramway soit juste une obligation. Le tramway, il faut que le monde soit excité par le tramway, puis aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas d'excitation. Non, zéro. Il y a zéro excitation au Québec, ça, je peux vous le dire. Il y a 32% des gens qui appuient le projet, là. Puis il appuient le projet qui coûte 4 milliards environ, là, qui est le dernier chiffre, puis tout le monde attend le nouveau chiffre, là, qui doit être à 8-9 milliards. C'est clair que pour moi, je vois que la CAQ essaie de trouver une façon de se retirer du projet, puis pourquoi pas un référendum? Puis là, je sais que toutes les partis de l'opposition à l'Assemblée nationale disent non, que ça a assez traîné, mais pour une fois pour toutes, là, qu'on consulte les gens, je veux dire, il n'y a pas personne qui est mort une fois qu'on a consulté la population, puis qu'on rentre tout, là, qu'on rentre le tramway, qu'on rentre le 3e lien dans le référendum, qu'on rentre le changement d'heure, qu'on rentre la semaine de travail à 4 jours. Ah ouais, on en pose des questions, on va en arrêter des dossiers, puis on va de l'avant. Et que là, tout le monde a peur d'un référendum comme s'il consultait la population. Pizza, c'est pas un référendum. C'est ça, tu mets 10-15 questions, là, moi je suis prêt. Ben oui, mais là, le danger pour la CAQ, là, c'est que là, c'est l'idée, c'est Rémi Nadeau qui a sorti ça, l'idée du référendum, ça flotte. Là. Fait que le collègue Rémi Nadeau, au journal, a sorti une chronique là-dessus. Mais là, la CAQ, il dit, OK, on va faire un référendum pour, vraiment tirer un bon coup, là, sur le diachylon. Mais quand tu fais un référendum, là, c'est oui puis c'est non, là. Fait que là, il n'y a pas une zone grise, là. Fait que là, les députés de la CAQ, là, faut falloir qu'ils se placent dans un camp, là. Puis là, quand tu écoutes Mme Guilbeault, M. Julien, je suis pas sûr que tout le monde est dans le même camp. Et tu es à la même place présentement. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Ça forcerait les politiciens également à dire c'est oui, c'est non.
puis pas d'affaire qu'on est entre les deux. Ben oui, ça en prend un, mais pas trop cher, ou le coût, le ci, le ça, que ce soit accepté socialement. Fait que moi, j'aime ça, les référendums. Ça placerait nos politiciens, obligerait nos politiciens à se positionner clairement. Hey, en rajoutes-tu comme question, voulez-vous que le Québec se sépare? Comme ça, François Legault va finir par se plugger? Ben oui. Ah oui, on règle ça aussi. Je vote pour ça. C'est 15-20 questions, là. Oui, oui, non, là. On passe de l'unité du pays à êtes-vous d'accord pour avoir des ananas sur une pizza? Là? On règle toutes les questions existentielles. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Moi, je vote tout de suite, ça, c'est non. Non, c'est oui. C'est oui. Non. Mais là, ce qui est le fun, mais là, ce qui est le fun, c'est que tu pourrais dans le camp du oui, mettons, sur le tramway, dans le camp du non, sur les ananas, puis le changement d'heure, c'est oui. Ben, il y aurait pas une coalition, là. Plein de macarons, là. Oui, non. Là. Non. Dans la campagne référendaire, là. On a un projet. Yasmine Marc-André, merci à vous deux. Merci pour la discussion. Bye.